Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Kid. Il y a un an, presque jour pour jour, je crois que c'était le 23 octobre de l'année 2023, le Parti québécois a sorti son fameux budget de l'an 1, dans lequel, évidemment, le PQ, lui, dit que le Québec indépendant économiserait environ 11 milliards de dollars. Mais un an plus tard, André Pratt, accompagné de 3 économistes, nous dit non, ce ne serait pas des surplus de 11 milliards, ce serait 50, peut-être 60 milliards de pertes. Alors, on sait que là, on a des chiffres qui se contredisent énormément. Il y a quelqu'un qui ne sait pas compter quelque part. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, devant la réplique d'André Pratt, a dit, écoute, c'est la campagne de peur habituelle des fédéralistes, à laquelle M. Pratt a répondu ce matin dans une lettre ouverte à dire non, il n'y a pas de campagne de peur, mais en même temps, M. Pratt, qui est évidemment le président de la commission politique du Parti libéral, ancien sénateur, on le connaît tous, il est fédéraliste. Là, on se dit, oui, ça peut ressembler à une campagne de peur, M. Pratt, parce que vous sortez ça un an plus tard. Quand le PQ était inoffensif, vous n'aviez pas parlé de ça. Et là, le Parti québécois est numéro 1 dans les sondages. On dirait que vous avez pris peur un petit peu. Bonjour, M. Pratt. Bonjour. Non, c'est pas une question de peur, ni de ma part, ni de campagne de peur qu'on organiserait, là. Écoutez, on a vu le budget de l'an 1 quand il a été publié. Il y a eu très peu de regards critiques qui ont été portés sur ce document-là. Document dont M. Plamondon et ses collègues se servent beaucoup. On l'a vu dans une campagne sur le web, etc. Alors nous, on s'est dit, un an plus tard, faisons une analyse de ce document-là, une analyse critique de ce document-là, en amenant d'autres scénarios, parce que c'est pas tellement le fait que les gens sachent pas compter ni d'un côté ni de l'autre, c'est plus que les hypothèses et les scénarios sur lesquels on se base sont pas les mêmes. Ceux sur lesquels le Parti québécois se base, à notre avis, sont hyper optimistes. Nous, on a essayé d'en amener d'autres, qui donnent d'autres résultats. Et qu'on soit d'accord avec leur version ou la nôtre, c'est pas tellement ça qui est important. Nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas seulement le scénario hyper optimiste, il y a d'autres scénarios qui sont plus modérés jusqu'aux plus pessimistes. Et voyons ce que ça donne. Puis on voit, dans le fond, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est ça notre objectif. Et c'est pas de faire peur au monde. Écoutez, là, M. Plamondon a parlé du camp du non. On est 4, on n'est pas financé par personne. On a fait ça les 4 bénévolement dans notre coin. Alors, je pense pas qu'on soit équipé pour faire peur à qui que ce soit. Non, pas pour faire peur, mais en même temps, M. Pratt, si vous aviez eu des chiffres positifs en faveur de la souveraineté, moi, j'ai des doutes, là, mais je pense pas que vous les auriez sortis. Je pense que vous êtes arrangé pour envisager le pire scénario, ce qui n'est pas de la mauvaise foi, soit dit en passant. Vous êtes fédéraliste, vous êtes assumé, c'est normal que vous envisagiez le pire. Et que le Parti québécois envisage le meilleur. Mais en réalité, quand vous parlez, c'est comme si vous aviez une fausse posture de neutralité, de dire non, nous autres, on s'est assis à 4 avec des économistes, puis on a regardé les chiffres, puis on est obligé, on est condamné de vous dire la vérité. Mais dans le fond, si les chiffres avaient été positifs, vous n'auriez pas parlé. On est en politique, M. Nantel. Alors, je veux dire, il y a de la politique des deux côtés. Le document du Parti québécois a été préparé par le Parti québécois sous la supervision de son chef. Alors, on fait de la politique, on essaie de mettre de l'avant nos convictions. En même temps, je pense qu'on pose quand même des bonnes questions. Je vais vous donner un exemple concret. Pour ce qui est des dépenses militaires, par exemple. Le document du Parti québécois dit, nous, on va dépenser 14% de ce que dépense présentement le gouvernement du Canada en matière de défense. Alors, ça donne un montant X, ça. Sauf qu'il ne tient pas du tout compte du fait que le Québec appartiendrait, on imagine, en tout cas c'est toujours ce que le Parti québécois a dit, appartiendrait à l'OTAN et que l'OTAN a des exigences sur le niveau de dépenses militaires. Donc le Québec pourrait pas faire ce qu'il veut, il faudrait qu'il dépense un montant substantiel assez pour convaincre ses alliés qu'il est un bon partenaire de l'OTAN. Et quand on met ça dans les scénarios, on réalise qu'il y a des dépenses de plusieurs milliards supplémentaires à ce qui est prévu dans le budget de l'an 1. Alors c'est une vraie question, ça, à laquelle M. Plamondon n'a pas répondu et qui est une des nombreuses questions qu'on pose. Alors, je pense que c'est une question valable. C'est pas juste c'est pas une question malhonnête ou de mauvaise foi. C'est une bonne question qu'il faut. C'est une bonne question, mais dans le fond, c'est parce que vous appliquez des standards au Parti québécois que vous appliquez même pas au Canada. Regardez, moi j'ai les chiffres du directeur parlementaire du budget là. OK, ça, c'est au fédéral. Mm-hmm. Ils disent en ce moment, les dépenses militaires au Canada vont passer cette année de 1,29% du PIB pour se stabiliser à 1,42% du PIB en 2029-30. Alors, quand vous dites que le Québec serait le cancre de l'OTAN parce qu'il n'atteindrait pas le fameux 2% imposé
spécifiquement par les Américains si c'est Donald Trump, vous me faites rire parce qu'en ce moment, on lit ici, là, puis c'est le bureau parlementaire au fédéral là, qui dit on va se stabiliser, nous autres, à 1,42 %. Le Canada n'a jamais atteint ce 2 %-là, puis vous, là, votre calcul, vous l'établissez en fonction du 2 %. Le cancre de l'OTAN en ce moment, c'est le Canada. Puis ensuite, pourquoi le Québec économiserait? Moi, je vais vous le dire, parce que le Québec, il a à peu près 16 % du territoire du Canada. En ce moment, il paye 22 % de la défense. Fait qu'évidemment, si on a 16 % puis qu'on n'a pas toute l'Arctique à protéger, c'est sûr qu'au niveau des dépenses militaires, le Québec va dépenser moins. Je vous donne une nouvelle. D'abord, le Québec indépendant, il faudrait qu'il protège une partie de l'Arctique, mais en tout cas, passons là-dessus. Le critère qu'on détermine, nous, c'est qu'on regarde les dépenses qui sont prévues en défense pour le budget de l'an 1, et c'est sous 1 %. Et on calcule que c'est pour atteindre ce que le Canada fait actuellement, qui est insuffisant, puisque M. Trudeau s'est engagé à atteindre le 2 % d'ici 2032. Mais si on fixait juste comme standard ce que le Canada fait actuellement, c'est-à-dire 1,37 %, il faudrait que le Québec dépense 4 milliards de plus. Alors, juste ça, c'est 4 milliards de plus, qui n'est pas prévu dans le budget de l'an 1. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On donne plusieurs autres exemples de dépenses qui ne sont pas prévues dans le budget de l'an 1 et qui, à notre avis, de façon réaliste, devraient être engagées par un Québec qui serait indépendant. Alors, c'est une version des choses. Vous êtes libre de ne pas l'accepter, mais nous, ce qu'on fait, c'est poser des questions et à ces questions-là, on ne nous répond pas. Je veux dire, il reste la réalité que le Québec indépendant va faire partie de l'OTAN et qu'il va être sous pression, comme l'est le Canada, comme le sont tous les autres pays, à augmenter sensiblement ses dépenses de défense. Et là-dessus, le Parti québécois ne nous donne pas de réponse. Sinon que de dire que le Canada fait pas sa job. Mais c'est pas parce que le Canada fait pas sa job que le Québec ne sera pas sous pression pour la faire. Non, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'au fédéral, on dirait que chaque fois qu'il y a des cafouillages, là, on en a parlé la semaine passée, j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon. Arrive Cannes, là, il dépense 750 fois plus cher, 60 millions de dollars au lieu de 80 000 $ qu'il y avait à la base. Le registre des armes à feu, 1,3 milliard pour l'annuler alors qu'il devait coûter 2 millions de dollars au début, c'est 650 fois le prix. Phoenix, 4 milliards de dollars. On dirait que quand le fédéral gère mal son argent, ça, c'est comme toujours tout à fait normal. Mais est-ce que vous metteriez la capacité des Canadiens de s'autodéterminer en fonction du fait que les calculs sont mauvais? On dirait que vous imposez toujours des standards aux souverainistes que vous imposez même pas vous autres mêmes. Je m'excuse, M. Nantel, d'abord, là, vous autres même, je ne suis pas le gouvernement du Canada. Vous êtes quand même au Parti libéral. Suivi un petit peu du Québec. Oui, du Québec. C'est très différent que le Parti libéral du Canada. Oui, mais de toute façon, vous n'avez pas beaucoup suivi ma carrière, qui, comme on le sait, est très glorieuse. Dans ma carrière, j'ai beaucoup critiqué le gouvernement du Canada. Quand j'étais sénateur, j'ai beaucoup critiqué, j'ai battu des projets de loi du gouvernement. J'ai convaincu d'autres sénateurs de battre des projets de loi du gouvernement budgétaire du gouvernement du Canada. Alors, j'ai toujours été pour la rigueur financière. J'ai déploré la façon dont le gouvernement actuel du Canada gère les finances publiques. Maintenant, si on veut parler de gaspillage, voulez-vous me dire, vous, que vous êtes absolument convaincu que le gouvernement du Québec est un exemple en matière de bonne gestion? Vous donnez des exemples de cas où il y a eu du gaspillage, où il y a eu de la mauvaise gestion aussi. Non, bien sûr. On est dans des grandes bureaucraties. Alors, voilà. Monsieur Pratt, je suis pas en train de vous dire... Je ne suis pas en train de vous dire que l'État du Québec se gérait parfaitement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous imposez des standards au Québec que vous n'imposez pas les fédéralistes au Canada. Tu sais, par exemple, souvent, on parle de la dette. La dette du Canada, là, 42 % du PIB. La dette du Québec, 39 % du PIB. Mais le Québec n'a pas de leçon à recevoir du Canada par rapport à ces questions-là. C'est juste ça mon point, c'est que, tu sais, je veux dire, pourquoi vous ne remettez jamais en question la capacité du Canada de s'autogouverner alors que vous le faites pour les Québécois? C'est juste ça qui est étrange dans ma tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur Nantel, est-ce que vous avez lu notre document? Oui, j'ai lu une bonne partie. Parce que si vous avez lu notre document, vous allez... une bonne partie. Vous allez voir que jamais on ne remet en question la capacité des Québécois de faire leur choix puis de décider de leur avenir. Puis moi, je peux vous dire que moi, personnellement, jamais j'ai remis ça en question. Chaque fois que les gens nous disaient que l'indépendance était une idée morte, qu'on n'en reparlerait plus, j'ai toujours dit que ça resterait une option pour les Québécois. J'ai le plus grand respect pour la capacité des Québécois. Maintenant, si on a le respect pour la capacité des Québécois de prendre des décisions, il faut aussi respecter leur capacité de porter un jugement sur les choses. Moi, ce que je vous dis, c'est que l'étude qu'on a faite montre que les hypothèses du Parti québécois sont hyper optimistes. Nous, on présente d'autres hypothèses. Vous êtes libre de les accepter ou pas, mais moi, je pense que c'est prudent de dire aux Québécois, écoutez, le portrait que le Parti québécois dresse
de la situation d'un Québec indépendant au lendemain de l'indépendance. C'est ce qu'ils disent dans leur publication. Au lendemain de l'indépendance, on aurait des milliards de surplus. Mais moi, je vous dis, il y a d'autres scénarios, puis ces autres scénarios-là sont pas mal moins roses, et les Québécois ont le droit de le savoir, et ils feront leur choix. S'ils veulent un référendum, ils vont choisir d'élire le Parti québécois, puis s'ils veulent la souveraineté, ils vont choisir démocratiquement de le faire, en autant que la question soit claire. Je suis convaincu qu'ils vont prendre la bonne décision. Oui, ben écoutez, dans le fond, vous dites une chose, puis un peu son contraire. Vous dites, ben pareil comme Jean Charest. Lui, Jean Charest disait ça. Il disait, non, il dit, le Québec a tout ce qu'il faut pour réaliser son indépendance. Oui, on a les moyens. Personne ne remet ça en question, mais c'est pas vraiment une bonne chose. Fait que c'est comme, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Non, mais si on a les moyens, non, mais... en vertu de quoi ce serait bon d'être sous tutelle d'un autre gouvernement dont on n'a même pas signé la Constitution? C'est quoi la logique de ça, selon vous? Premièrement, le Québec n'est pas sous tutelle puisqu'il est libre de choisir de son avenir à n'importe quel moment. Il y a déjà une Cour voté suprême 2 qui fois nous appartient sur cette question-là. Il y a une Cour suprême qui Cour décide suprême pour dont nous le autres. jugement sur la souveraineté. D'abord, il y a 3 Québécois sur 9 dans la Cour suprême. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, le Québec est libre de décider de son avenir et il est viable. La question, pour moi, le fardeau de la preuve, c'est de dire, est-ce que sous un Québec indépendant, les Québécois seraient mieux, vivraient mieux? C'est pas une question de savoir si on est viable. Vous savez, des pays viables dans le monde, il y en a des dizaines et des dizaines. Et il y en a quelque chose comme 160 quelques qui sont plus pauvres que le Québec. Ils sont indépendants, mais ils sont plus pauvres. Mais je veux dire, c'est un choix qu'ils font, puis ils sont viables. C'est tous des pays viables. La question, c'est pas de savoir si le Québec est viable. La question, c'est de savoir si, en vertu du projet d'indépendance, les Québécois seraient mieux le lendemain de l'indépendance qu'ils ne le sont aujourd'hui dans une des nations qui est déjà une des plus prospères du monde, et des plus pacifiques et des plus démocratiques. Alors, vous pouvez penser que c'est mieux de faire ce saut-là. Moi, je pense que non. Je mets les arguments de l'avant. C'est pas faire peur au monde, c'est pas être malhonnête, contrairement à M. Plamondon ce matin. C'est tout simplement de présenter des arguments, comme on a le droit de le faire, puis les Québécois décideront. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Pratt. Écoutez, c'est quand même assez clair. C'est une position très assumée. Puis, merci d'avoir fait cet exercice-là. Merci, M. Pratt, vous êtes président de la Commission politique du Parti libéral. Merci.